Bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce webinaire de la semaine des champions. Nous continuons notre série avec aujourd'hui Colibri TD, titré champion 2025 du pôle systématique et qui va nous parler de son activité. Donc, je suis Christian Gautreau, je suis coordinateur au sein du pôle systématique et nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Toute une série de webinaires cette semaine. Nous avons eu Multiverse Computing, donc c'était lundi, BlueMind, Enchanted Tools, Colibri aujourd'hui et demain IDEXI et on terminera avec Vessora vendredi. Donc, si vous vous étiez inscrit à ces webinaires, vous pouvez d'ores et déjà les voir en replay. Si vous n'êtes pas inscrit, quelques semaines de patience et vous aurez accès à tous les replays. Alors, pôle systématique, semaine des champions. Pour rappel, qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité? Un pôle de compétitivité, c'est un dispositif, nous sommes 50 pôles en France, c'est un dispositif qui a été créé il y a une vingtaine d'années, on a fêté nos 20 ans. Le but, c'était de créer des communautés qui puissent réassurer l'État sur la pertinence technologique de projets de R&D. Cela afin que l'État puisse financer les projets les plus pertinents. Et tous les pôles de compétitivité, dont systématique, nous avons une délégation de services publics qui nous permet, avec notre écosystème, de labelliser un projet et de dire aux financeurs publics, voilà, ce projet a une pertinence technologique qui est importante, que l'on met en avant, et si vous voulez en financer un, eh bien, il vaut mieux financer celui-là. Voilà. Ça, c'était un rappel important pour vous dire que les pôles de compétitivité ont une structure et une pertinence particulière sur la R&D nationale. Alors, le programme champion. Le programme champion, il existe déjà depuis de nombreuses années. On est à presque 60 champions à notre palmarès. Et c'est un principe très simple. Nous avons dans notre pôle, nous sommes un pôle technologique, on a des lignes technologiques, des hubs. Je vous invite à regarder notre fabuleux site si vous voulez en savoir plus. Nous avons des lignes technologiques. Pour chacun de ces hubs, nous avons un coordinateur à plein temps, un salarié du pôle, qui anime cet écosystème et qui, avec son bureau, président, vice-président et ainsi de suite, qui sont des sachants, qui sont des intervenants pertinents de l'activité, eh bien, tous les ans, ils mettent en avant un ou plusieurs membres du pôle, parce qu'ils sont actifs, parce qu'ils ont une dynamique technologique et une mise sur le marché pertinente, eh bien, ils le mettent en avant et ils le proposent au titre de champion. Et donc, cette année, exceptionnellement, mon cher collègue Daniel Vert et son hub, qui travaille en particulier sur le quantique, a mis en avant 2 champions. Multiverse Computing, qu'on a vu lundi, et Colibri TD, qu'on va voir aujourd'hui et que nous recevons aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que Systématique Paris Région, c'est le pôle phare sur la dimension quantique. C'est l'acteur important de tout l'écosystème français qui labellise des projets et qui porte ses champions, qui porte ses membres, ses 2 membres, au titre de champion cette année. Et vous allez voir qu'il y a vraiment du contenu sur le sujet. Donc, Daniel Vert et son hub ont porté donc Colibri TD et Multiverse Computing auprès du jury. Le jury a reçu chacun des prétendants pour une conférence, pour une présentation, pour des échanges interactifs. Ce grand jury, il a été hébergé par notre partenaire P&O Innovation. Michael va nous en parler et nous le remercions de cette attention, de nous avoir reçus dans ses locaux, d'avoir reçu le jury et aussi d'être là avec nous. Voilà, donc on a un jury qui est plutôt un jury financier sur lequel vous pouvez voir, il a la présidence de Sovereignty. Sovereignty, c'est un fonds d'investissement pour la réindustrialisation des territoires. La présidente de Sovereignty est aussi la vice-présidente du pôle. Et autour d'elle, eh bien, il y a des fonds d'investissement, il y a des business angels, des grands établissements bancaires, Banque Populaire Val-de-France sur la dimension bancaire nationale, HSBC sur la dimension internationale, la région Île-de-France, toujours présente,
Et en particulier cette année, et non, comme tous les ans, du reste, non, c'est pas en particulier, tous les ans, vous voyez Uavia, eh bien Uavia, c'est un champion de l'année dernière, et tous les ans, il y a un champion qui fait partie du jury de l'année suivante. Peut-être que ce sera Laurent de Colibri. On ne sait pas, on verra, on lui proposera en tout cas. Donc voilà un peu, vous voyez un peu le contexte du pôle, le contexte des champions, l'organisation de cette semaine des champions. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Maintenant, on va écouter Michael qui va nous dire comment P&O Innovation intervient sur la dimension financement et organisation des projets de R&D à travers toute l'Europe. Michael, c'est à toi. Merci Christian. Donc oui, en quelques mots, P&O est un groupe de conseil européen spécialisé en conseil stratégique et opérationnel sur la problématique des financements publics des activités de recherche et développement et innovation, majoritairement des entreprises, mais aussi parfois des centres de recherche publics ou des universités. Nous sommes environ 650 personnes présentes dans toute l'Europe de l'Ouest, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Existons depuis une quarantaine d'années et accompagnons environ plus de 4000 clients. Nous intervenons donc de manière centrale sur le montage de projets et le montage de dossiers en réponse à des dispositifs et des appels à projets de financement au niveau régional, national, européen, mais intervenons de manière un peu plus large sur cette problématique. En amont, je veux bien le slide suivant, donc sur tout ce qu'on appelle nous la funding intelligence, parce qu'aujourd'hui, ces financements sont généralement très compétitifs, avec une grosse sélectivité ou une nécessité de les défendre et de les justifier assez fortement face aux administrations. Et donc, nous utilisons pour cela notre expertise métier, puisque nous intervenons, voilà, comme vous l'avez vu, depuis un certain nombre d'années, expertise sectorielle, expertise scientifique, puisque toute l'équipe est composée d'ingénieurs, voire pour une bonne partie de docteurs, par exemple en France, où les 2/3 de l'équipe sont des PhD en sciences, mais aussi des bases de données de projets, des projets financés, de brevets, de publications scientifiques, pour vraiment positionner au mieux les projets, les structurer, monter les meilleurs consortiums. On peut connecter comme ça un certain nombre de partenaires pour avoir vraiment le consortium le plus fort, positionner le projet vis-à-vis du meilleur dispositif. Là aussi, il y a un travail assez fin à faire. En aval, nous pouvons intervenir sur la gestion de projet, la coordination administrative financière. Nous sommes même parfois partenaires de ces projets pour réaliser des études, des états de l'art, des analyses de la concurrence, des études de marché, des business plans, des stakeholder analysis, des dissemination plan, exploitation plan. Et donc, dans le cadre du partenariat systématique, nous offrons donc aux champions 2025 un International Grand Scan qui est un des livrables, une des étapes que j'évoquais pour identifier de manière assez fine, structurée et documentée les appels à projets les plus pertinents et les dispositifs les plus pertinents au niveau régional, national, européen, mais aussi dans quelques pays qui pourraient intéresser les champions dans le cadre de leur développement à venir. Voilà, merci beaucoup. Merci Michael. Et oui, ce partenariat, il est particulièrement important parce que la dimension européenne, l'Europe, a mis en place beaucoup de canaux de financement, de guichets de financement, en particulier sur le quantique. Mais déjà identifier, gérer et monter des consortiums, c'est un métier. C'est dans des équipes de start-up ou de sociétés qui commencent à monter en puissance, on n'a pas toujours la totalité des connaissances et c'est important de s'appuyer sur des cabinets qui ont une dimension internationale. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on monte un consortium sur un financement, pour aller chercher un financement européen, il faut avoir plusieurs partenaires de différents pays et c'est important d'avoir des gens qui sont dans les pays cibles pour pouvoir monter ces projets. Donc, en tout cas, nous sommes très heureux d'avoir ce partenariat avec P&O qui, en plus de ça, offre gracieusement à tous nos champions un grand scan sur la dimension européenne, comme tu l'as dit, Michael. Et ça, c'est un vrai bonus pour tous nos champions. Quelques rappels pratiques. Donc, vous avez un chat à disposition, chers auditeurs. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions
on fera la séance des questions en fin d'intervention. Je reprendrai toutes vos questions et ça permettra de les poser, je vais dire, plus au calme et de ne pas perturber la présentation de l'équipe Colibri TD. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et puis maintenant, on va bientôt commencer. Mais avant ça, je vais quand même vous dire pourquoi le jury a été particulièrement impressionné par Colibri TD. Plusieurs points. D'abord, la crédibilité technologique, la profondeur scientifique de l'équipe. C'est une vision qui structure le passage du quantum exploratoire sur lequel il y a eu beaucoup de littérature, sur lequel il y a eu beaucoup d'informations, à un quantum utile et scalable. Je reprends les mots de la présidence. L'ambition de lever des verrous majeurs dans le calcul scientifique, les limites atteintes par le calcul classique pour des simulations multiphysiques complexes. Laurent, je te laisserai nous expliquer tout ça. Donc, ce que retenu le jury, c'est une plateforme logicielle quantique donc, qui est unique, qui est agnostique du hardware, ça c'est important, qui peut transformer des problèmes industriels réels en cas d'usage concret et en préparant l'avenir du quantique de demain. Il faut déjà être là, il faut déjà se familiariser à ces outils et c'est ce que propose Colibri TD. Donc, ça a une intégration naturelle à des outils de simulation existants, donc ce n'est pas le remplacement total de ce qui se fait aujourd'hui. Ça, c'est important aussi. Et puis, ce qu'avait particulièrement aimé le jury, c'est que l'approche de la propriété intellectuelle avait été très, très structurée. Et ça, c'est important quand on va aller chercher, comme c'est la vocation des marchés internationaux. L'équipe fondatrice d'excellence, à la fois sur la recherche et sur l'expérience industrielle. Tous ces paramètres ont justifié le fait que Daniel Vert et son hub proposent Colibri TD et que le jury entérine son titre de champion. Je crois qu'on est parti pour une présentation de folie. Donc, je salue Laurent, Carla et Hamza et je vous passe la main pour nous donner encore plus de good mood et de choses sur la dynamique de Colibri TD. C'est à vous. Merci Christian, je ne sais plus quoi dire, tu as déjà tout dit, tout résumé, donc c'est parfait. Merci à Systématique. Juste une petite précision sur le slide d'avant. Donc on a un peu changé les rôles, c'est l'avantage d'une start-up aujourd'hui, on va très vite. Donc moi maintenant je suis CEO et Hamza est maintenant CTO. Et Carla est en charge de toutes les relations partenaires hardware que l'on a actuellement et au-delà. Donc, c'est juste pour aussi montrer qu'on évolue, on ne reste pas à structure, mais c'est aussi une façon de reconnaître les travaux de Carla et de Hamza qui ont été Hamza était le premier chercheur chez Colibri en février 2021. Donc, juste pour l'historique, Carla nous a rejoint 2 ans après. Donc, Carla, ça fait déjà 3 ans et quelques mois qu'elle est avec nous et qui a le rôle très important de diriger toute la partie hardware. Donc, juste pour bien situer, moi, je suis CEO, donc moi, je fais, on va dire, les claquettes sur la scène pour présenter la vision et de Colibri et où on veut aller. Donc, c'est une extrême. Et je suis aussi au COPIL du Hub Advanced Engineering et je suis avec depuis 4 ans. Ça va bientôt faire 4 ans qu'on est dans le pôle systématique, même plus. Donc, merci encore et c'est une aventure. Comme vous le disiez, le rôle des pôles, c'est vraiment d'aller chercher l'excellence scientifique pour aller réindustrialiser la France. Donc voilà, donc c'est très important et ce qu'il faut comprendre, c'est que Colibri, quand on a été, on va dire que j'ai un historique en tant que cofondateur de Colibri, cofondateur, j'ai un doctorat en physique, c'est l'origine d'où je viens en physique atomique, et comme je dis souvent à l'aspect, tous les créateurs d'entreprises quantiques, startups quantiques en France ont été un de ces étudiants, et j'étais un des étudiants d'Alain Aspect, et aussi de Serge Roche. Donc, c'était il y a très longtemps. Mais ensuite, je suis très vite orienté vers les grosses corporates américaines. Je travaille chez Oracle, Google, Amazon et autres. Et j'ai tout de suite compris l'intérêt d'aller à l'utilisateur. Si je ne construis pas start-up, grosse entreprise, si on ne résout pas un problème qu'un client a, aucun client ne va payer pour nos produits. C'est un peu la base. Donc, il faut s'adresser à un marché qui a besoin qu'on lui résolve des problèmes. Et donc, on a effectivement trouvé ce marché, comme l'a dit Christian.
sur la simulation numérique. La simulation numérique, aujourd'hui, elle est présente partout et je vais en parler. Mais globalement, on a très vite identifié que cette simulation avait besoin d'être disruptée. Elle avait besoin d'être challengée et on avait besoin de nouvelles solutions pour aller au-delà des outils classiques. C'est un secteur qui a très peu d'acteurs au final, si on regarde bien. On connaît Dassault, on connaît Ansys, mais il y a aussi des rapprochements, ce qui fait que le secteur, et au final, si on regarde bien, il a évolué, mais pas énormément. Les outils sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Il y a eu des améliorations, mais il n'y a pas eu de saut quantique, si je peux me permettre. Et même la GenAI permet des choses nouvelles, mais est très tributaire des données qui sont à sa disposition. Et nous, on va dans le temps où il y a... Donc, vite, donc on sera 3 intervenants, comme on l'a dit. Moi, je vais faire l'introduction. Ensuite, Carla et Hamza vont reprendre la partie plus technique et moi, je reviendrai pour la conclusion. Et évidemment, poser toutes les questions. Alors, ce qui est important, c'est que Colibri se situe dans l'immédiateté du quantique. On se projette dans l'objectif de fournir des solutions utilisables pour des usages d'ici fin d'année. Donc, il y a vraiment un timeline, un temps qui est très court. On n'est pas en train de dire qu'on va faire du quantique pendant 10 ans. On fait du quantique pendant 6, 12, 18 mois. Voilà nos horizons. C'est important de le comprendre parce qu'on veut être dans le aujourd'hui et demain, mais pas dans le après-demain. Donc ça, c'est ce qui nous différencie parfois de certains propos que vous pouvez avoir au niveau du quantique. On se situe dans un avenir très proche. Et ouvert à la discussion après, parce que je suis sûr que cela va créer des débats. Je le sais. En étant chez Systématique et dans toutes les réunions, ça crée souvent des débats. Mais voilà. Donc, la simulation par le quantique, ce n'est pas la simulation quantique, c'est vraiment la simulation numérique en utilisant. Ça, c'est un marché aujourd'hui. On le trouve dans la finance, dans les matériaux, dans l'électronique, dans plein de domaines. C'est un marché qui vaut à peu près 500 milliards de dollars et qui, pour nous, est un point d'inflexion et pour lequel on va essayer d'aller trouver de nouvelles solutions. Alors, la simulation, elle est partout. Alors, je ne vais pas, la plupart des membres du pôle ou des gens qui sont intéressés au pôle connaissent ces sujets. Je ne vais pas répéter ce que c'est que la simulation, mais globalement, quand vous parlez au grand public, beaucoup de gens ne savent pas que pour faire un nouvel avion, pour faire un nouveau microprocesseur, pour faire une nouvelle molécule, pour faire de nouveaux matériaux, une nouvelle batterie, il faut de la simulation numérique. On ne peut pas fabriquer les choses, tester, il faut beaucoup de simulation. C'est un coût énorme de tout fabriquer en prototype pour ensuite essayer. On ne va pas fabriquer un nouveau réacteur toutes les 5 minutes pour essayer de le tester. Il faut pouvoir simuler. Pareil pour les microprocesseurs, il y a de nouvelles générations de microprocesseurs qui apparaissent tous les 6 mois. Pouvoir les simuler avant leur fabrication est clé. Donc ça, c'est vraiment ce que représente ce marché. Dans la finance aussi. La finance, on a des outils de simulation pour simuler un portefeuille. C'est tous les jours. Et ça, c'est aussi des sujets critiques au vu des paramètres qu'il faut introduire dans les équations. Alors, j'aime bien parler de points d'inflexion et de murs de la complexité. On a l'habitude de parler du sort de la dimensionnalité, curse of dimensionality en anglais, qui est qu'à un moment, les problèmes deviennent exponentiellement complexes, et dans la simulation, c'est souvent le cas, et on ne sait plus les adresser classiquement. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas avoir une exponentialité des ressources de calcul. Ça veut dire qu'on doit avoir une autre approche, et c'est là que le quantique intervient. On veut aussi réduire les besoins énergétiques. Alors, je ne vous fais pas le laïus sur la GenAI qui prend de plus en plus d'énergie, etc. Mais à un moment, on le voit bien, tous les besoins technologiques, il y a un besoin énergétique qui est colossal et qui ne s'arrête jamais. Il y a une sorte de peur du vide qui fait qu'il faut à un moment pouvoir réduire ses besoins. Donc, on peut agir sur l'offre, on peut construire 10 réacteurs nucléaires, sans moteur diesel. Bon, les barrages hydroélectriques, on ne peut pas en construire tous les jours non plus, parce qu'il n'y a pas des barrages partout. Mais globalement, on peut agir sur ça. Mais quelque part, le point de levier le plus efficace, c'est d'agir sur les besoins de calcul en amont par de nouvelles technologies. Donc, il faut se rapprocher de la nature. Elle est fondamentalement complexe et finalement, elle marche assez bien. Si on regarde l'être humain, c'est une machine. En fait, on a une simulation. On pourrait simuler tout. S'il fallait tout simuler, ça serait extrêmement complexe. Mais finalement, on dépense assez peu d'énergie pour fonctionner. Donc, on se dit, et quand on regarde les systèmes, et on est fondamentalement quantique. Si on revient à la base de ce qu'on est, on est des atomes, des molécules, des éléments élémentaires qui interagissent pour construire le réel et la nature telle qu'elle est. Et tout ça, en gros,
ça fonctionne avec un ratio d'énergétique. Et donc, plus que la théorie sous-jacente, l'idée, c'est de dire le quantique peut permettre de façon très efficace de résoudre tous ces problèmes. Donc, quelque part, ce qu'on se dit, c'est que le marché de la simulation n'attend qu'un processeur capable de franchir ce mur. Et c'est le quantique. Alors, il y a une réalité, comme je vous le disais au début, nous, Colibri, on se situe dans l'ère actuelle des ordinateurs quantiques. Alors, les ordinateurs quantiques, il y a différentes natures, mais en gros, les ordinateurs quantiques, leur caractéristique, c'est de manipuler les éléments microscopiques, atomiques, les ions, les électrons, les photons. Voilà. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est très instable. Je veux dire, quand on commence à manipuler les phénomènes microscopiques, il y a beaucoup d'instabilité. Ça s'améliore tous les jours. Il y a de nouvelles technologies qui permettent de faire mieux, mais c'est compliqué et il faut tenir compte de cette instabilité intrinsèque des ordinateurs pour pouvoir en profiter. Et c'est ça qui est important pour la partie, on va dire, logicielle, c'est de pouvoir prendre en compte et pouvoir corriger cette instabilité. Donc, nous, on s'inscrit dans cette ère-là. Évidemment, on regarde sur un jour, il y aura des ordinateurs parfaits, mais aujourd'hui, on doit s'inscrire dans un monde imparfait. Et donc, l'algorithmique est clé pour pouvoir profiter. Et c'est exactement le sujet de Colibri. Exploiter l'algorithmique quantique, penser quantique, c'est pour ça que Hamza, Carla et toute l'équipe qui travaille sur ça ont des doctorats en physique ou en mathématiques, parce qu'il faut pouvoir penser quantique, mathématiques et tout ce qui est sous-jacent. Donc ça, c'est important. Et donc, pour ça, c'est quoi? C'est déjà prendre un problème. Donc, quand je parle de la simulation, mathématiquement, c'est des équations dérivées partielles. Je vous épargne les détails. C'est ça. On transforme ce formalisme mathématique en un formalisme quantique. Et ensuite, on doit optimiser pour l'exécution sur les machines qui existent aujourd'hui. Et c'est ça toute la richesse, toute l'intellectual property dont tu parlais, Christian, qui va permettre de faire la différence et d'apporter des solutions. Mais nous, on pense qu'aujourd'hui, le marché est déséquilibré. Ça, c'est une position claire que l'on a. On a dédié beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt aux machines, ce qui est justifié. Il y a plus de 10 acteurs en France, plus de 120 acteurs dans le monde. On connaît les plus gros, IBM, Pascal, Alice et Bob, C12, il faut que j'essaye de citer tous les Français, Cordella, Cluster, Crystal Quantum, je suis sûr que j'en ai oublié. Voilà, donc il y a un certain nombre d'acteurs, vous me corrigerez dans le chat si vous le souhaitez, mais globalement, il y a un certain nombre d'acteurs, mais il y a très peu d'acteurs logiciels. Et pour moi, le marché du quantique et notre capacité à délivrer la valeur vers ceux qui font de la simulation industrielle et numérique, va être de pouvoir proposer des solutions. Donc pour moi, le goulet d'étranglement, c'est vraiment une diversité du hardware, mais avec un manque d'algorithmique agnostique. Et c'est là que nous, on intervient. Je laisse Hamza intervenir. Merci à tous. Bonjour à tous. Déjà, merci encore au pôle systématique de nous avoir sélectionnés comme champions et de nous permettre de présenter un peu notre vision. On va passer un peu de temps ensemble sur cette slide qui résume en fait quelle est la vision de Colibri TD d'un point de vue technique et d'un point de vue produit aussi. Donc, on a comme objectif de faire le pont entre les demandes et les besoins des simulations industrielles et la puissance que peut apporter les machines quantiques. Donc, on s'adresse, nous, directement aux ingénieurs de simulation industrielle, ceux qui connaissent les cas d'usage et ceux qui manipulent de manière quotidienne ces simulations et qui connaissent au final les limites qu'on perçoit aujourd'hui avec les approches classiques, qui sont certes très puissantes, mais pour lesquelles, lorsqu'on va dans des cas d'usage assez complexes, où les dimensions vont augmenter, ou bien on va demander des précisions parfois critiques dans certains secteurs, c'est ici qu'on va se pencher on va rechercher des solutions innovantes. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut se pencher vers des solutions plus tournées vers l'IA ou l'IA générative, mais pour lesquelles on va avoir besoin de beaucoup de data. Un potentiel concurrent, et c'est sur quoi nous, on croit aujourd'hui, c'est le quantique. En revanche, le quantique n'est pas accessible facilement, surtout pour les industriels qui n'ont pas forcément de connaissances préalables. Donc, pouvoir comprendre quelle technologie de qubit utiliser, quelle machine quantique utiliser, pouvoir designer ou sélectionner les algorithmes quantiques qui vont résoudre leur cas d'usage, pouvoir ensuite exécuter ces algorithmes
en utilisant le bon workflow et de déploiement. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs, chacun a ses différents outils et plateformes de calcul quantique. Et enfin, tout ça, à quel coût? Et est-ce que ça peut scaler ensuite lorsqu'on va aller vers des cas d'usage difficiles? C'est exactement là que Colibri TD vient apporter son savoir-faire. En fait, on apporte une plateforme qui fait ce lien entre les simulations industrielles et les machines quantiques. Ces plateformes sont à l'interface avec le métier d'ingénieur en simulation, qui leur permet un accès en fait au calcul quantique via soit différents dashboards qu'on propose dans un premier temps afin de co-construire avec les partenaires industriels, ou bien de s'intégrer directement dans les logiciels de simulation que les ingénieurs utilisent euh, de manière quotidienne. Et donc ça, on va y revenir plus tard, c'est un point super important pour ce qui est de l'adoption de ces nouvelles technologies. Donc cette plateforme, elle repose sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, et on en a reparlé juste avant, c'est cette propriété intellectuelle unique qu'on développe à Colibri TD à travers la recherche et le développement d'algorithmes quantiques uniques, originaux et qui peuvent apporter une valeur sur le marché. C'est pourquoi on s'est rapidement penché, en fait, dès 2021, on a sélectionné cette approche hybride qui permet à la fois de s'exécuter sur les ordinateurs quantiques d'aujourd'hui, mais qui tire profit aussi du meilleur du calcul quantique et classique. Et on voulait se focaliser sur un problème mathématique sous-jacent à des cas d'usage concrets dans l'industrie. Et donc, on s'est tourné vers la résolution d'équations ou dérivées partielles. Et cette idée est venue rapidement d'avoir un solveur universel qui permet de résoudre différents types de simulations physiques. Et c'est ce qui a donné notamment naissance à l'algorithme HDES, Hybrid Differential Equation Solver, qui est un peu le cœur, les socles sur lesquels repose en fait toute l'activité de Colibri TD aujourd'hui et pour lequel on avons un brevet au niveau international qui a été déposé. Donc, ce premier pilier, c'est ce qui va permettre de résoudre, de reformuler le problème de manière quantique et donc de s'abstraire des limitations en termes de dimensionnalité que connaît le calcul classique. Donc là, on a un changement de paradigme. Euh, Ensuite, le deuxième pilier, c'est de pouvoir ensuite déployer ces algorithmes sur les machines quantiques existantes. Et on s'est rapidement frotté à des difficultés techniques lorsqu'il fallait à chaque fois traduire l'algorithme d'un langage ou d'une librairie à une autre, car aujourd'hui, chaque provider d'hardware quantique va avoir ses propres outils de développement quantique. Et parfois, on a des fonctionnalités qui sont présentes dans certaines librairies et pas dans d'autres. On doit gérer à la fois aussi l'évolution des différentes librairies et des différents acteurs importants qui entrent sur le marché. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on développe cet outil de productivité qui va permettre aux équipes de recherche et de développement d'accélérer et d'être productifs dans la manière d'implémenter ces idées originales qu'on a dans l'équipe. Et donc, on a développé cette multi-platform Quantum Programming librairie, une librairie Python, qui est open source d'ailleurs, que vous pouvez installer et tester de votre côté. On a voulu assez haut niveau et facile d'accès pour pouvoir appréhender la complexité du quantique, mais aussi des fonctionnalités très poussées qui sont optimisées également pour les chercheurs. Donc, nous sommes en fait les premiers clients, mais c'est quelque chose qu'on a aussi voulu comme un cadeau pour la communauté scientifique et l'écosystème quantique. Avec cette librairie, on peut décrire une seule fois l'algorithme quantique et pouvoir le déployer sur différentes machines quantiques. C'est quand même un outil pour nous qui est super important et qui permettra à cette plateforme de scaler. On y reviendra par la suite, cette importance de pouvoir scaler pour adresser les difficultés du marché. Euh, et donc, on y vient à ce troisième pilier qui va être détaillé un peu plus par la suite, qui est cette relation importante avec le deuxième volet du calcul quantique, qui est la construction et les providers de machines quantiques, pour lequel il est très important pour nous de pouvoir tester nos algorithmes, de montrer à la fois l'utilité des machines, mais aussi l'utilité du software, d'avoir accès aux dernières machines quantiques, aux ressources. Et donc, c'est là aussi qui peut faire la force de cet écosystème, c'est cette collaboration entre le software et le hardware. Et aujourd'hui, on supporte un certain nombre de players, notamment les principaux américains, IBM, AWS, etc., mais également aussi un accès euh, pour des plateformes quantiques françaises à venir très bientôt. Euh, et ceci, on va le détailler un petit peu plus par la suite. Donc voilà un peu quel produit on essaie d'apporter au marché, une plateforme qui permet de résoudre des cas d'usage via la simulation d'équations dérivées partielles qui peut se plugger directement
aux outils utilisés par les ingénieurs de manière quotidienne. Et cette route, en fait, elle a commencé en 2021 avec le début de l'activité de recherche et développement, comme l'a indiqué Laurent. On s'est rapidement penché sur ces cas d'usage où, en fait, il n'y avait pas beaucoup, et il n'y a toujours pas beaucoup d'acteurs dans ce problème difficile de résoudre les équations dérivées partielles en utilisant le quantique, hein. Euh, on va dire que des gens se sont plus intéressés historiquement à la chimie ou à l'optimisation. On était un peu les seuls à y croire et à faire ce pari de dire on peut réussir à résoudre des équations différentielles sur un vrai ordinateur quantique. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de démontrer, hein, c'était cette vision qu'on a toujours aujourd'hui de développement d'algorithmes dans un premier temps, construction d'une équipe de recherche et développement diverses, avec différents backgrounds, et qui va permettre d'accélérer le développement, des partenariats avec différents providers pour pouvoir étudier la capacité à déployer en présence de bruit, d'être robuste, de résoudre des premiers cas d'usage déjà en 2022-2023. Et ensuite, avec cette première levée de fonds par Early Bird en 2023, de pouvoir accélérer. Et donc là, à partir de 2023, on a pu valider l'algorithme sur différents cas d'usage, 1D, 2D. Donc, on commence toujours par montrer la validité sur des cas d'usage un peu simples. Et on verra par la suite que notre volonté maintenant, c'est d'accélérer et d'aller se frotter aux cas d'usage qui sont plus proches de la réalité et des besoins en fait, des partenaires industriels. Et donc, dans cette phase d'accélération, c'est là où on a consolidé les aspects algorithmiques et qu'on a pu en fait construire toutes les premières briques qui vont permettre par la suite d'accélérer et de scaler euh, vers un potentiel avantage ou disons plutôt une utilité ou une valeur sur le marché. Euh, et donc, c'est là où on en est aujourd'hui. L'année dernière, 2025, était une année charnière pour nous en termes de réalisation scientifique, le lancement de la plateforme quantique pour différents cas d'usage, la capacité de montrer, et ceci à un niveau international, qu'on peut résoudre des équations ou dérivées partielles multivariables sur les machines quantiques existantes aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a fait avec IBM notamment, et ce qu'on cherche à reproduire avec d'autres partenaires comme IonQ, IKM, à travers la plateforme AWS, qui était la résolution des équations de Burger non visqueuses, qui était pour nous un moment charnière, qui est à la fois une réalisation pour montrer la maturité de notre algorithme et aussi la maturité des machines quantiques existantes aujourd'hui, qu'on peut faire des choses avec, et en s'améliorant à la fois dans les deux aspects, qu'on va pouvoir atteindre des résultats meilleurs et pour des cas d'usage plus complexes. Et donc pour cette année 2026, pour nous, l'objectif, c'est d'accélérer encore plus, de pouvoir terminer les derniers travaux de R&D qui vont pouvoir amener une robustesse à cet algorithme HDS. Donc, c'est ce qu'on voulait montrer ici. Euh, D'accélérer aussi le partenariat avec les machines quantiques, l'optimisation du déploiement sur les machines quantiques, les protocoles de correction d'erreurs, les optimisations sur les différentes mesures qu'on peut mettre en place. Donc, ce sont des choses très techniques pour lesquelles une discussion et d'être proche avec les partenaires hardware est super important pour nous. Une capacité de, une fois qu'on a tous ces éléments de R&D, ces idées théoriques, ces morceaux de code, de pouvoir packager ça pour un produit qui peut être utilisé. Donc, pour nous, c'est de faire en sorte qu'on ait une API qui peut être ensuite connectée directement aux différents logiciels de calcul, que ce soit, on peut citer ANSYS, Katia, SolidWorks, COMSOL, etc. Au final, l'utilisateur, ce qu'il fait, c'est qu'il construit son modèle 3D de simulation. Derrière, il y a des équations sous-jacentes qui sont choisies en fonction du phénomène. Ensuite, tout ça, ce sont des informations mathématiques que nous, on va prendre et on va ensuite transmettre à la plateforme, à l'algorithme, exécuter ça sur des machines quantiques et retourner le résultat de manière transparente pour l'utilisateur. Et donc, en fait, tout ce qui est complexité d'exécution et des connaissances du quantique, c'est Colibri TD qui s'en charge. L'utilisateur peut utiliser le quantique et la puissance du quantique de manière transparente. Et la dernière étage, je dirais peut-être la destination de cette fusée vers laquelle on va accélérer, c'est de trouver, en tout cas de se focaliser avec un partenaire industriel sur un cas d'usage pour lequel on va apporter un premier avantage par rapport au solver classique et ensuite pouvoir se déployer sur d'autres cas d'usage et éventuellement aussi d'autres secteurs différents de la simulation industrielle. Donc, voilà notre vision, d'où on vient et où est-ce qu'on veut aller d'un point de vue technique et technologique. Donc, en parlant justement de cas d'usage, je vais laisser Carla détailler un peu plus
les différents cas d'usage sur lesquels on s'est penché ou bien on s'en penche. Ok, merci. Merci à tous. Ok, je vais parler un peu de notre cas d'usage. Comme Hans a déjà dit, afin de mettre en place une plateforme de simulation multiphysique, nous devons traiter de nombreux cas d'usage différents pertinents pour l'industrie. Et au cours de dernières années, nous avons pu résoudre un nombre croissant d'équations modélisant un large éventail de cas d'usage, ce qui nous aide à développer une plateforme multiphysique. Nous nous concentrons principalement sur l'équation aux dérivés partiels, mais nous étudions également en parallèle le problème d'optimisation. Sur le slide, vous pouvez voir tout le cas d'usage qui nous résoudre dans les années qui sont passées. L'étude de ces cas d'usage et des équations qui les sous-tendent nous permet de repousser les limites de l'algorithme et d'améliorer ses performances de l'ordinateur quantique actuel. Les différents cas exigent des propriétés différentes de la part de notre algorithme. Et afin de mettre en place une plateforme de simulation multiphysique robuste capable de fonctionner sur l'ordinateur quantique actuel et futur, indépendant du matériel utilisé, nous appuyons sur des partenaires solides avec des fournisseurs de matériel. Nos deux collaborations les plus solides sont celles que nous entraînons avec IBM et AWS Braket, qui ont déjà mis au point de dispositifs NISQ assez aboutis. C'est avec IBM que nous avons lancé notre premier produit commercial en 2025, à savoir une fonction Qiskit permettant de traiter deux cas d'usage distants sur l'appareil actuel utilisant plus de 50 qubits. Grâce à AWS Braket, nous travaillons actuellement à la résolution d'une équation intégro-différentielle servant à modéliser la diffusion de neutrons. Neutral atoms, atomes neutres. Non, c'est neutron diffusion. Ah, neutrons. Neutrons. Ce projet est destiné à notre partenaire et client Next Engineering qui développe des petits réacteurs modulaires destinés aux centrales nucléaires. Vous pouvez voir sur la droite dans le slide. À droite, vous trouvez d'autres exemples de partenaires et de clients dont les cas d'usage ont stimulé notre R&D et notre solver. Oui, le slide prochain. Alors, dans ce dispositif, je vous présente les étapes clés de cette année qui s'annoncent très ambitieuses. Nous avons prévu élargir notre portefeuille de fournisseurs de matériel sur lequel nous exécutons notre algorithme. Et vous pouvez voir à gauche le partenaire sur lequel nous mettons l'accent cette année et dans la feuille de route, roadmap, feuille de route, ce qui est prévu précisément. L'objectif final est de disposer d'un service quantique d'ici à la fin d'année. Ça veut dire, on appelle ça Quantum Utility. C'est la résolution de cas d'usage réalistes sur les divers matériels réels et le cas d'usage différents comme dans le secteur semi-conducteur, le CFD, dynamique de fluide, combustion et d'autres. Et oui, sur le roadmap, vous pouvez voir tout le spécifique planifié, ce que planifier pour le différents hardware, le cas d'usage et aussi spécifiquement en termes de produits, qu'est-ce qu'on veut ajouter. Ok, merci. Merci beaucoup, Carla. Donc, on revient un peu sur l'histoire de l'association de Colibri. Aujourd'hui, on a été fondé en 2019. Bon, le Covid nous a un peu ralenti.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment en mode startup février 2021. On a Hamza est le premier chercheur. 2023, levée de fonds pour nous accélérer. C'est-à-dire que ça nous a permis de vraiment commencer à déployer sur des machines réelles avec IBM et autres, comme l'a indiqué Hamza. Euh, Aujourd'hui, 2025, comme l'a dit Carla, c'est vraiment aujourd'hui, on a déjà un produit. C'est ce qu'on appelle une key function. Ça nous permet de profiter de la marketplace. Ça nous permet, par exemple, d'avoir aujourd'hui de discuter avec des clients potentiels en Australie, aux États-Unis, au Japon. Donc, c'est ça aussi. Il y a vraiment aujourd'hui une mise à l'échelle et c'est ce qui nous a permis. Notre but, c'est vraiment de devenir un standard industriel sur la simulation avec des ordinateurs quantiques. Alors, ici, on fait Dassault Siemens parce que c'est des acteurs européens, mais l'idée, c'est de s'intégrer avec ce type d'acteurs à terme. Aujourd'hui, on discute avec Ansys, mais globalement, on veut être un acteur pour faire du quantique, de la simulation numérique. On s'adresse à Colibri TD. C'est vraiment aujourd'hui notre vision stratégique grâce au travail, aux travaux scientifiques qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. Alors, pour nous, le label champion, c'est quand même un gage de solidité. C'est comme le fruit, comme récemment, on a été reconnu par IBM comme un des axes majeurs de développement du quantique, à côté de Los Alamos Laboratory, aux côtés de Cleveland Clinic et de même. Donc, c'était important pour nous d'avoir cette reconnaissance de compétences. La caractéristique de Colibri, c'est qu'on est parti de rien. On n'est pas parti d'un labo. Généralement, si vous regardez un peu l'écosystème quantique de la structure de l'écosystème français, c'est tous des gens qui sont sortis de laboratoire et donc qui ont fait aussi des grandes écoles. Nous, on n'est pas dans ce domaine-là. On a des expériences diverses et variées. On vient de différents horizons. Donc, avoir cette crédibilité, c'était important et le label champion nous conforte. Ensuite, le réseau. Je le répète souvent. Et là, j'étais à un événement Deep Tech organisé par le PSL au ministère de l'Économie. Et le responsable de l'innovation BPI France disait que si l'ensemble des industriels français mettaient 20% de leur R&D pour financer des startups, on n'aurait plus de problème de financement de startups Deep Tech en France. C'est fort. C'est ce que je disais d'une certaine façon, mais c'est toujours mieux d'avoir le responsable de l'innovation BPI de le dire. Il a plus de crédibilité que moi. Mais globalement, c'est important que les acteurs industriels mettent une partie de leur R&D auprès des startups. Et ça, c'est aussi un message que je porte depuis le début en systématique. Voilà, ça c'est important. L'entraide, évidemment. Je rappelle toutes ces discussions qu'on a au COPIL ou qu'on a dans les différentes conférences, on se challenge. On rappelle sur la simulation où on dit non, votre truc, ça ne marchera pas, on n'a pas besoin, mais si. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. L'entraide, c'est aussi les challenges. Ce n'est pas béni oui-oui. Je veux dire, à un moment, il faut aussi nous dire votre truc, il faut que ça prouve que ça a une certaine valeur. Une solidarité. Ce n'est pas une fin en soi. On a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que ça permet de fédérer autour d'un projet industriel ambitieux. Pardon. Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette vision. Hamza? Ouais. Alors, donc aujourd'hui, on a ce solver qui est accessible. L'idée, c'est maintenant de passer à une autre ère, celle de l'avantage quantique ou ce qu'on aime bien nous dire, la valeur marché pour le client. Aujourd'hui, l'algorithme HDS, qui peut prendre en entrée différents types d'équations aux dérivées partielles et aussi différents types de physique à la fois, il doit être stabilisé pour permettre de gérer des cas d'usage de maturité industrielle. Donc, la première tâche qui est celle centrale en fait de Colibri TD au niveau des effectifs, c'est développement logiciel et de recherche scientifique. On doit encore résoudre des derniers verrous technologiques, notamment lorsqu'on va aller vers des cas d'usage très compliqués, on va devoir se frotter à des discontinuités dans les simulations, des turbulences, une précision parfois qui est difficile à atteindre, etc. Donc là, on a besoin encore plus de renforcer les efforts en recherche et développement. En parallèle de ça, et c'est pour ça que c'est important aussi pour nous euh, d'être dans ce pôle de compétitivité et d'avoir été sélectionné comme champion, on a besoin aussi de champions du point de vue industriel, c'est-à-dire de partenaires industriels qui vont porter et co-construire avec nous ces solutions qui vont apporter la connaissance métier, qui vont permettre d'ajuster en fait les derniers éléments algorithmiques
pour pouvoir se spécialiser vraiment sur la résolution de leurs besoins et non pas construire une solution en fait qui, lorsqu'on va aller sur le marché, ne correspond à aucun besoin pour aucun client. La solution est belle, elle fait des belles simulations, etc. Mais on n'a pas vraiment adressé les pain points des partenaires industriels. Donc, c'est pour ça que dans cette route, on a avec nous différents industriels et on veut continuer à embarquer pour identifier les points importants sur lesquels qui vont alimenter ensuite ou qui vont plutôt se rejoindre avec la roadmap recherche et développement. Comme on l'a évoqué aussi, on est toujours en train de suivre les améliorations des hardware quantiques qui, heu, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui ont atteint une certaine maturité en termes de nombre de qubits, en termes d'erreurs et en termes de capacité aussi de déploiement, toute l'architecture plateforme. Et c'est ce qu'on souhaite aussi aux partenaires français, de pouvoir atteindre aussi cette scalabilité et cette maturité pour qu'on puisse déployer aussi nos algorithmes quantiques. On y reviendra dans la slide juste après. Et donc en parallèle des développements plus théoriques et plus logiciels, on a besoin aussi de cette accélération et on a besoin aussi d'alimenter ces partenaires hardware quantiques de fonctionnalités très poussées, de leur donner du feedback et de pouvoir tester nos solutions directement sur leur technologie. Et enfin, pouvoir aussi travailler avec des partenaires dans le monde, même de la développement logiciel de simulation industrielle, comme ANSYS, Console, etc. De pouvoir comprendre euh, les profils des utilisateurs, le workflow des utilisateurs, de pouvoir s'intégrer de manière transparente pour une adoption rapide et sans obstacle, on va dire. Et donc s'assurer que d'un point de vue produit, toutes les portes d'entrée et toutes les communications soient prêtes pour pouvoir déployer des nouvelles versions de l'algorithme et en faire profiter nos clients. Et donc, en termes de stratégie pour nous, accélérer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire d'abord recruter des talents, que ça soit pour alimenter la partie recherche et développement, mais une fois aussi qu'on va atteindre cette maturité logicielle, de pouvoir recruter des personnes qui vont passer en mode exécution et pouvoir aller, apporter ces solutions au marché et donc des profils, plus business, plus product oriented. Hem Ensuite, ça va nous amener vers une vision, plateforme. Aujourd'hui, on est plus sur une vision, heu, on a construit les éléments de la plateforme et on essaie d'optimiser l'algorithme. On va passer plus sur un déploiement de la plateforme en elle-même qui va pouvoir se plugger, avec différents, logiciels, différentes interfaces et de changer de mode aussi, on pourra peut-être, en parler dans les questions, mais, de mode, business, et passer sur un mode, basé sur les licences qui est en fait très typique du monde des simulations industrielles. Hem, Ce qu'on essaie de pousser à Colibri TD, on pense aussi que l'innovation passe par là, c'est cette notion de diversité. Alors tout d'abord, la diversité dans les recrutements, que ça soit, au niveau des backgrounds scientifiques. On peut être parfois surpris des contributions de domaines, qui n'ont pas de lien direct avec le quantique, mais comme on est à l'intersection des physiques, des mathématiques et de l'informatique, parfois un problème donné peut se reformuler, heu, complètement différemment dans un autre domaine et c'est là aussi, ça va être important, de pouvoir diversifier, ces modes de réflexion pour pouvoir accélérer, l'innovation. Mais c'est aussi d'un point de vue plus pratique sur les différents cas d'usage qu'on explore, diversifier ensuite les différents algorithmes. Donc aujourd'hui, on a un algorithme qui est cœur, mais on veut pouvoir plus tard étendre cette plateforme à d'autres secteurs et donc pouvoir travailler sur des problématiques liées à la chimie quantique, à l'optimisation, etc. Et aussi pouvoir intégrer les différents acteurs hardware et notamment des acteurs français, de privilégier le software français, les partenaires industriels et académiques pour pouvoir construire ensemble et mettre la France sur le devant de la scène internationale sur cette vague quantique qu'il va falloir qu'on surfe correctement pour ne pas reproduire éventuellement des erreurs qu'on a faites sur des technologies passées où on n'a pas assez mis d'efforts et de financement aussi. Laurent, il faut activer le micro, je pense. Oui, tu as raison. C'est comme les bourrages d'imprimante, hein. Si on n'active pas le micro, ça ne marche pas. Donc,
L'idée, c'est on a fait en sorte de ne pas être trop technique. C'était le mandat de Christian, de dire ne soyez pas trop technique pour toucher et surtout comprendre pourquoi ce que vous faites, ça a un intérêt, ce qui est quand même l'objectif. Donc, notre impact, euh, en fait, la technologie n'est pas une facilité, c'est pas une finalité. Si je pouvais faire ça avec des hamsters, je le ferais des hamsters, mais j'ai jamais été éleveur de hamsters, donc j'ai fait du quantique. Donc, j'utilise le quantique comme un moyen, pas une fin en soi. Ça, c'est très important parce que on entend souvent, on a l'avantage quantique, on a l'avantage quantique, on a l'avantage quantique, mais c'est quoi l'avantage quantique? Encore une fois, comme je le disais au début, on a un avantage que si on répond à un besoin que les clients ont et pour lesquels ils sont capables de payer et en volonté de payer. C'est ça qui est important. Euh, donc voilà, et aussi le quantique pour moi et pour l'équipe, il faut la recontextualiser dans la deuxième révolution quantique. Donc il y a un effet de disruption, d'impact qui est colossal. Si on regarde aujourd'hui la première révolution quantique, 1925, tout le formalisme quantique, on a commencé à utiliser l'aspect macroscopique du quantique, c'est-à-dire comment on utilise des milliards d'électrons pour faire de l'électronique, comment on utilise des milliards de photons pour faire des lasers, comment on utilise des milliards d'ions pour faire des supraconducteurs, etc. Ça, c'est l'aspect macroscopique. On manipule des grandes échelles. Manipule le quantique à l'échelle, on va dire, macroscopique. Arrive dans les années 90, et justement, c'est un des travaux de Serge Haroche, qui a été un des premiers à. Et j'étais à peu près à cette époque-là dans son labo, dans le magistère de physique à l'ENS, c'était de pouvoir manipuler un atome, le capturer et pouvoir le manipuler. Ça paraît tout bête aujourd'hui, et ce n'était pas du tout bête à l'époque. Et ça a donné l'air de pouvoir utiliser les propriétés individuelles de tous ces éléments microscopiques, les atomes, les ions, les atomes, les photons, les ions, etc. Et ça, l'impact, c'est la deuxième révolution quantique. Donc, si on voit que la première révolution quantique a permis l'électronique, les lasers, les IRM, et j'en oublie, les communications modernes, etc., bah, on voit le potentiel de cette deuxième révolution quantique. Et ça, je pense que les gens, il faut bien le comprendre. Et un des sujets importants, il ne faut pas l'oublier, c'est la décarbonation. On est clairement aujourd'hui à un rythme d'utilisation des technologies fossiles qui ne peut pas continuer comme ça. C'est tout. Je veux dire, on peut regarder ce qu'on veut, mais aujourd'hui, on commence à avoir un impact majeur, mesurable et la technologie, on a besoin de plus en plus. Donc, il faut casser cette courbe exponentiellement gourmande. La souveraineté. Alors, vous allez dire, et j'attends la question, vous parlez de souveraineté, mais vos acteurs, c'est IBM, AWS, etc., qui, jusqu'à maintenant, ne sont pas des acteurs français. Alors, c'est toujours compliqué quand on est une start-up dans le logiciel, parce que les investisseurs, les acteurs attendent des résultats rapides. Ils n'attendent pas 10 ans, ils n'attendent pas 5 ans, ils attendent qu'on fasse du revenu rapidement et qu'on réponde à des besoins rapidement. Et donc, on est, nous, dans une optique d'utiliser les meilleurs ordinateurs quantiques disponibles aujourd'hui. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces acteurs les fournissent. Mais on s'est mis en position, grâce à notre technologie, d'aller chercher d'autres ordinateurs de tout type rapidement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille de façon très proche avec Cobly, qui a une capacité de scaling, de monter à l'échelle qui est colossale, puisqu'il se sert du silicium, des technologies de silicium existantes. On travaille avec QPerfect, qui est basé à Strasbourg, qui a, avec l'Université de Strasbourg, qui propose bientôt une première machine à atome froid qu'on pourra utiliser. Donc, voilà, progressivement, on fait en sorte que nos algorithmes s'exécutent aussi sur des acteurs souverains. Mais ce n'est pas nous qui maîtrisons les feuilles de route, les roadmaps de tous ces acteurs hardware. Ce n'est pas notre travail. Le travail, c'est de les utiliser pour fournir des solutions et dire aux gens qui ont des problèmes technologiques, bah, nous, on peut les résoudre avec cette nouvelle technologie. Enfin, l'efficacité, c'est ce que je viens de dire, c'est en gros, soyons efficaces à fournir des solutions à l'utilisateur. Le quantique, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas juste une technologie qui fait là parce que c'est super de parler quantique, c'est à la mode. Vous allez dans un dîner en ville en disant « je fais de l'informatique quantique », les gens « ah oui, c'est intéressant, j'en ai entendu parler ». Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez à la télé, vous regardez les politiques, vous regardez l'ensemble des acteurs, il y a IA quantique, IA quantique, IA quantique. Vous pouvez regarder un peu toutes les interventions des acteurs. La souveraineté, c'est IA quantique.
Voilà. Donc, aujourd'hui, les gens savent qu'il y a du quantique quelque part, que c'est intéressant, que tout le monde s'y intéresse, mais nous, on veut le rendre concret. Voilà. Donc, j'espère qu'on ne vous a pas trop embêté avec la technologie. L'idée, c'était illustratif. Je remercie encore le pôle systématique, l'ensemble des acteurs, les gens de Daniel Vert du Hub Advanced Engineering, l'équipe, Louise, Carla et Hamza qui ont participé aujourd'hui. Et on est prêt, et encore une fois, merci à Christian d'avoir été l'hôte aujourd'hui. Le monsieur loyal, voilà, je cherchais l'expression, le monsieur loyal de la session. Merci à Michael aussi, avec qui on a commencé à travailler dans le cadre du Grand Scan. Voilà, et on est ouvert à vos questions autant que c'est nécessaire. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous les quatre, pour cette brillante démonstration et en particulier, je te remercie Laurent pour l'explication très claire de la différence entre la première et la deuxième révolution quantique qui mérite d'être rappelée pour tous ceux qui, comme tu disais, entendent parler du quantique, se posent bien des questions et c'était intéressant de rappeler justement ces deux approches, l'approche macro et l'approche que tu as qualifiée de deuxième révolution quantique. Alors, déjà, on a pas mal de questions. Alors, j'enchaîne tout de suite, je vous pose les questions et vous voyez qui est plus apte à répondre. Donc, bonjour, avez-vous réalisé un benchmark de votre solver versus celui de la société Adagos? Alors, je vais laisser après Hamza répondre plus sur l'approche technologique, mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'y aller par palier. On a toute une série de technologies pour résoudre des équations dérivatielles, les éléments finis, les méthodes spectrales, les PINs, Physical Informed Networks. Nous, l'idée, c'est d'avoir des benchmarks assez génériques avant de se benchmarker directement avec une solution tierce. Parce qu'il y a ANSYS, Cadence, et vu que nous, on a un champ de cas d'usage qui est global, on essaye d'abord d'avoir une comparaison, on va dire, avec une technologie générique. Et ensuite, à partir de là, on ira peut-être aller voir les comparaisons avec d'autres acteurs. Hamza, si tu veux répondre aussi sur cette question. Oui, alors sur le solver en particulier de la société Adagos, on n'a pas regardé en particulier, mais on va regarder. Je vois que là, c'est peut-être des choses qui sont aussi inspirées de l'IA. Alors, on essaie de rester à l'écoute des différentes innovations d'un point de vue des simulations industrielles. On connaît aussi les solvers qui sont robustes et qui sont utilisés et sont très, très bien déployés, que ce soit les approches les éléments finis ou volume fini, ou même parfois certaines approches spectrales. Donc, c'est déjà par rapport à ça qu'on va essayer de se comparer, parce que c'est ce qui va parler en fait aux différents acteurs et aux ingénieurs qui s'y connaissent en simulation. Les calculs sous-jacents, souvent, ça va être ce type de solver-là. Mais ensuite, voilà, sur des approches plus orientées réseau de neurones, on regarde aussi ce qui se fait au niveau des Physics Informed Neural Network. Donc, ces réseaux de neurones qui incorporent certains aspects physiques de la simulation, qui essayent aussi à partir de certaines données observées ou des données réelles de pouvoir converger vers des solutions. Donc, c'est des approches qui sont prometteuses. On regarde, on a des publications scientifiques qui vont bientôt apparaître sur ce sujet. Donc, voilà, vous pouvez aussi rester et suivre les avancements, notamment sur notre blog, sur le site Colibri TD, où on a une communication qui est des fois scientifique, mais aussi parfois de vulgarisation. Mais le benchmark, à un moment donné, effectivement, ça va être important pour prouver de manière pratique en fait, qu'on a un certain avantage. Donc, ça va être sur un cas d'usage particulier. Mais aujourd'hui, on est plus sur prouver que le quantique peut scaler, et donc on va être à un niveau plus théorique de complexité d'algorithmes, et comment est-ce que les ressources quantiques versus classiques augmentent lorsqu'on va vers des cas d'usage plus compliqués. Merci Hamza pour cette réponse. Alors, une autre question. Pouvez-vous détailler un peu plus le niveau de maturité de votre librairie de calcul quantique? Hamza. Oui. Alors, aujourd'hui, cette librairie, elle est en phase de… donc, elle est déjà
elle est déjà accessible en fait par le grand public et elle est déjà aussi utilisée, que ça soit par des labos de recherche, que ça soit par des industriels, mais aussi au niveau académique et pédagogique, donc différentes écoles. On peut citer l'ENSTA, Centrale Supélec. Là récemment, on a une intervention aussi à Polytechnique, Université de Bourgogne-Franche-Comté, etc. Donc, c'est un outil qui aujourd'hui est utilisable, facilement installable via PIP. Donc pour ceux qui maîtrisent un peu les joies de la programmation en Python. Aujourd'hui, on peut déployer déjà des calculs sur les différentes plateformes. Donc déjà sur les simulateurs locaux, sur son ordinateur, on peut déjà exécuter des émulations ou des simulations de calcul quantique. On peut même simuler des effets de bruit qui peuvent être proches de ce que ferait un vrai ordinateur quantique. Donc ça, c'est ce que permet aussi les vrais MPQP. Mais on peut aussi facilement configurer ces identifiants et déployer sur IBM, Amazon Web Services, Google Circ, Microsoft Azure et aussi notre partenaire français Eviden, Atos, qui a cette QLM ou cette machine Captiva. Donc, c'est aussi quelque chose qui est possible via MPQP. Et donc, d'ici quelques semaines ou quelques mois, on va passer à la version 1.0 d'MPQP, où là, on va avoir une optimisation et une maturité en termes de fonctionnalité qui devrait permettre aux chercheurs aujourd'hui de quantique de pouvoir faire un peu tout ce dont ils ont besoin. Intéressant, intéressant. Alors, autre question. Comment votre approche indépendante du hardware, ça c'est un point important, réduit le risque pour une entreprise qui veut investir sur votre technologie? Alors, ça réduit le risque dans la mesure où aujourd'hui, on ne sait pas quelle machine va être le plus adaptée par rapport au cas d'usage. Aujourd'hui, on doit pouvoir à un moment. Et de plus, les machines sont très vite obsolètes. Donc, il faut pouvoir naviguer tous ces nouvelles releases, ces nouveaux hardware, ces nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on dirige dans la mesure où un client aujourd'hui, comment il faisait un projet quantique? Il devait choisir un type de machine, un type de cas d'usage qui est le plus approprié à cette machine. Donc, ça faisait des petits projets qui généralement restaient au stade de POC et qui n'arrivaient pas à l'industrialisation. Nous, l'idée, c'est qu'on va industrialiser. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous utilisez BEP, OK. Demain, AWS, OK. Demain, Candela, Pascal, OK. Nous, on déploiera et c'est nous qui nous occupons de toute cette plomberie d'adaptation, etc. Et on sera capable Ça, c'est un de point dire, fort. voilà. Et on sera capable de vous dire, vous savez, par rapport à votre cas d'usage, on pense que les technologies à ions piégés sont meilleures aujourd'hui. Par rapport à ce cas d'usage, on pense que les machines à atomes neutres sont meilleures. Donc voilà, c'est pas dire choisissez telle ou telle technologie. C'est par rapport à votre cas d'usage, monsieur le client, qui est critique pour vous. Cette machine semble mieux adaptée aujourd'hui. Parce que le quantique, il faut être clair, le hardware, ça c'est une constatation. Les technologies, le hardware va évoluer de façon, dans les années à venir, dans les 5 ans qui viennent, les machines qu'on a aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Si on regarde juste la roadmap la plus avancée d'IBM, elle est très ambitieuse dans les années qui viennent. Donc, aller acheter une technologie aujourd'hui, c'est risqué. Parce qu'on ne sait pas. Voilà. Et nous, on fait tout ce travail pour le client. On fait tout ce travail de dire, par rapport à votre cas d'usage, la meilleure solution technologique aujourd'hui est celle-ci. Et on va vous donner un certain nombre de résultats. Et ça, c'est un vrai point fort parce que ça s'affranchit justement du hardware et du cycle de mise en œuvre et d'investissement du hardware qui, lui, forcément, est bien plus long et qui, avec votre expertise par cas d'usage, et j'en viens justement, donc du coup, à la question suivante. Donc, quel cas d'usage aujourd'hui apporte le gain le plus mesurable avec votre approche? Parce qu'il y a, dans ce qu'Hamza a présenté, il y a toute une série de grands métiers de l'industrie. Et aujourd'hui, c'est dans quel cas d'usage où vous avez perçu vraiment une approche, vous avez apporté quelque chose de significatif? Si vous pouvez nous le dire. Alors tout d'abord, ce qui est pressenti, c'est que le quantique ne va pas bouleverser les cas d'usage pour lesquels euh, les calculs classiques aujourd'hui n'ont pas de limitation ou se comportent très bien. Donc là, on attend vraiment un avantage et où ça va vraiment être mesurable. C'est sur des cas d'usage très complexes ou bien des cas d'usage qu'on ne peut pas du tout résoudre aujourd'hui. Et c'est vraiment là où on va attendre un avantage de la part du quantique.
Et c'est là aussi où l'intérêt va être créé. Donc aujourd'hui, c'est des simulations parfois pas forcément à grande dimension, mais très très complexes lorsqu'on va avoir des phénomènes très difficiles à simuler, comme des turbulences par exemple dans le domaine de la dynamique des fluides, ou bien lorsqu'on va rentrer à une dimension très microscopique, par exemple dans l'industrie des semi-conducteurs, lorsqu'on va descendre à des mesures de nanomètres ou des composants très 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 petits, il va y avoir des phénomènes complexes qui vont arriver où c'est pratiquement impossible aujourd'hui de simuler, où les acteurs doivent faire des choix en fait de simuler certaines parties des microchips, ou bien de faire des simplifications qui parfois leur coûtent cher lorsqu'ils vont ensuite recevoir la chip qui est produite. Et donc là, il va falloir faire des ajustements. Dès qu'on peut faire des simulations qui sont très difficiles aujourd'hui, pour lesquelles il y a beaucoup de simplifications, ou même voire impossible pour un client, déjà, en fait, on va avoir ici, on peut d'abord déjà mesurer l'avantage de point de vue métier, mais aussi de point de vue financier, hein, de point de vue du cycle d'innovation et d'ingénierie. Et on disait déjà, c'est pour ça que l'implication des industriels est importante pour nous. Aujourd'hui, on a fait énormément de progrès. Donc, on a agrandi l'équipe. Aujourd'hui, on est plus de 20 personnes chez Colibri. Et aujourd'hui, en parlant avec plus en plus de clients, et dans les 2 derniers jours, par exemple, juste une anecdote, on nous a parlé 2 fois de réservoir, mais la simulation de réservoir, mais dans 2 cas d'usage complètement différents, mais quelque part mathématiquement le même. Et ça, c'est intéressant parce que plus on a ce type de discussion, plus on enrichit, on cible, parce qu'on a la plateforme technologique, les partenaires hardware qui nous permettent rapidement de tester les hypothèses. Et c'est ça qui est important. Il faut rentrer dans ce cercle vertueux. Il ne faut pas attendre 10 ans ou 5 ans. Ces discussions aujourd'hui qu'on a avec industriels, elles sont extrêmement enrichissantes pour nous parce qu'elles nous alimentent sur les cas d'usage. Ensuite, on les teste et on regarde, là, ça réagit mieux. On sait qu'on va pouvoir adresser. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup d'équations, mais elles sont simples? Ou est-ce qu'il y a peu d'équations, mais elles sont très complexes à résoudre? Ce n'est pas des natures. Aujourd'hui, on en est. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut être universel à terme en termes de résolution d'équations dérivées partielles. Mais aujourd'hui, il y a des cas qui vont être plus adaptés aux machines qu'on a aujourd'hui. D'accord. La réponse de dire « Ah ben non, ce n'est pas du tout prêt, ça ne marchera jamais », elle n'est pas bonne. Mais la réponse aussi de dire « On va pouvoir tout résoudre demain », rapidement, elle n'est pas bonne non plus. Pas bonne Il non y a plus. un point entre les deux, très pragmatique, de dire « Vous, industriels, vous possédez la connaissance métier. Vous savez quel problème vous n'arrivez pas à résoudre. Si vous parlez aux gens de la R&D, simulation, comment dire, de ceux qui font des nouveaux barrages, des éoliennes, etc., des radars, etc., des nouveaux réacteurs nucléaires, eux, ils savent le problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre parce qu'ils sont tous les jours dessus. Et c'est avec Ils ces sont gens-là dedans, qu'on est aujourd'hui. Eh bien, justement, une des questions est dans cette approche justement d'interaction encore plus forte avec les industriels. Est-ce que vous adressez la question des tests non destructifs dans l'industrie? Je dirais que les tests non destructifs, on s'éloigne un petit peu de ce qu'on arrive à faire, nous, avec les outils de simulation. On va plus, nous, essayer de prendre des phénomènes physiques qui sont décrits par des équations, ou de reproduire des maquettes numériques et de pouvoir ensuite y appliquer certaines mesures peut-être numériques. De ce que je comprends, après, c'est pas forcément mon domaine, mais le test non destructif, on va plus être sur une mesure directe des objets, que ce soit par observation, par vision, etc., par mesure. Donc ici, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui est directement lié au domaine d'application. Alors, ceci étant, on a un client potentiel, un client sur lequel on travaille dans les semi-conducteurs, qui nous a demandé de savoir si on pouvait simuler les tentatives de lecture de clés sur leur puce. Vous prenez une puce, quand elle commence à déchiffrer, elle émet un rayonnement électromagnétique. Si vous êtes assez malin, que vous avez les moyens, comme par exemple le CEA Leti qui fait régulièrement ces tests, ils sont capables de reconstruire la clé à partir du rayonnement électromagnétique de la puce. Il faut avoir la puce. C'est quelque part non destructif, mais ce que je veux dire, c'est du test. C'est-à-dire qu'on va essayer de simuler ce rayonnement pour savoir ce qu'un attaquant potentiel va pouvoir. Pourquoi? Ça, c'est critique dans la certification de vos puces.
Parce que quand vous certifiez une puce de sécurité, elle va passer vers des labos. Alors, c'est Exeolity en France, c'est un autre labo aux États-Unis, etc., etc. Il n'y a pas tellement de labos parce que ça nécessite des technologies très avancées, mais on est en capacité, si vous avez les moyens, de reconstituer une clé de chiffrage à partir de l'émission électromagnétique d'une puce. Et donc, il faut y être proche de la puce, il faut être… Oui. On a un banc et on a une infime comme rayonnement. Ouais. Voilà. Mais globalement, ça peut être dans ce cas-là où on simule des tests. Alors, on ne va pas détruire la puce, mais il faut tester le test avant d'être testé, si je peux dire ça. Bon, en tout cas, de toute façon, à l'auditeur qui a posé cette question, vous serez mis en relation très rapidement et vous pourrez en discuter plus largement. Alors, question suivante. Mis à part les grands équipementiers hardware et les grands éditeurs logiciels, Dassault Systèmes et d'autres, quels sont les autres partenaires que vous avez envisagés dans votre roadmap de déploiement? Alors, des cabinets de conseil peut-être ou justement. Oui. Alors, il y a d'autres startups. Je pense que la force de cette innovation peut être aussi les travaux avec d'autres startups. Alors, on travaille avec Nixt, car là, on a parlé. C'est des cas d'usage très intéressants sur les nouveaux réacteurs nucléaires. On travaille avec les startups du hardware comme Kobli, Electron, etc. Donc, on travaille avec des petits acteurs. À un moment, on a commencé à travailler avec des gens qui font de la simulation de tsunami. On a travaillé aussi avec l'ESA sur un cas de diffusion de polluants dans l'atmosphère. Donc, les cabinets de conseil, oui, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que nous, on est une petite équipe. Donc, notre intervention, elle doit être extrêmement ponctuelle, extrêmement dédiée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce comité. On n'est pas une société de conseil et on ne veut pas l'être parce que ce n'est pas notre modèle. Donc, c'est toujours… et encore une fois, je crois qu'il y a une question là-dessus. On ne fait pas d'évangélisation. Ce n'est pas notre rôle à Colibri. On fait de l'éducation, on fait de la formation, mais ce n'est pas notre rôle. Et je pense que c'est aux sociétés de conseil, stratégie, etc., de faire cette évangélisation. Mais nous, Colibri, ce n'est pas notre rôle. Nous, on est là pour travailler sur des cas concrets. On n'est pas dire, alors, de temps en temps, on le fait, mais ce n'est pas notre mission d'évangéliser. Notre mission, c'est de dire, vous avez un problème de simulation, vous avez une équation dérivée partielle, on va en discuter et on va la mettre en équation quantique et en partition de circuit quantique. C'est ça qu'on fait. L'évangélisation, il y a des acteurs qu'on connaît bien, Olivier Ezrati, etc., qui font très bien ça. Oui. Il y a des sociétés de conseil qui sont montées en compétences là-dessus. Le pôle systématique fait des réunions. Mais nous, on va être très ponctuel là-dessus. Notre objectif, c'est vraiment, vraiment d'aller sur des cas concrets qui nous permettent de faire avancer notre plateforme. Ça, je t'insiste parce que faire de l'évangélisation quantique, en fait, il faut être clair, 99,99% de la population n'aura jamais affaire au quantique. Oui, bien sûr. Savoir ce que c'est qu'une onde de Schrödinger, une équation de Schrödinger ou un Gabra ou un Ket, voilà, ça ne sert à rien, sauf nous tous les jours parce qu'on les utilise. Mais il faut bien comprendre ça, c'est important de bien comprendre. Nous, on travaille sur des cas concrets industriels dont on veut estimer la capacité à résoudre. Alors, juste une petite divergence là-dessus, voilà, transgression. On a une approche chez Colibri du 80-20. 83% de nos travaux sont sur les équations et dérivées partielles. Ceci étant, on a aussi des travaux en ce moment sur, si vous voulez creuser, Hamza pourra vous en parler, sur des sujets d'optimisation avec des fronts de Pareto. Ceux qui connaissent se reconnaîtront. On a des choses sur les jeux quantiques qui peuvent éventuellement avoir des cas d'usage dans la communication. Mais ça, on va dire, j'avais cette approche chez Google. Quand j'étais chez Google, il y avait cette approche 80-20. 80 le cœur, 20, parce qu'il y a des sujets parallèles qui peuvent amener à des choses dont on n'a pas encore envisagé. Il faut toujours avoir l'esprit très ouvert. Donc, il y a un cœur, c'est la résolution d'équations dérivées partielles dans le contexte de la simulation numérique. Simple, clair. Voilà. On connaît, si on fait du Navier-Stokes, on fait du Navier-Stokes, si on fait du Maxwell, on fait du Maxwell. En Black-Scholes, on fait du Black-Scholes. Voilà. Et ensuite, des sujets très avancés d'optimisation. Voilà. Et ça, c'est des sujets qu'on travaille avec certains clients, mais qui ne sont pas aujourd'hui le cœur. Parce qu'il faut être quand même focus. On est une petite équipe, donc il faut savoir être focus sur les… Mais c'est là où aujourd'hui, on noue pas mal de relations académiques aussi sur ces sujets.
un peu, autant sur notre cœur que sur ces sujets accessoires. Donc, oui, Colibri, c'est essentiellement une plateforme de résolution d'équations dérivées partielles, multiphysique. Mais on a aussi d'autres avenues. Il faut tout savoir se diversifier. Merci pour ta réponse. Du coup, une question un petit peu sous-jacente à tout ça, c'est que quand vous expliquez sur les partenariats, justement, que vous aviez des sociétés comme Dassault Systèmes ou des sociétés qui sont des logiciels d'ingénierie et qui répondent à tous les cas d'usage, qui sont présents chez tous les grands acteurs, du coup, vous, comment vous allez pouvoir prendre une position de marché et faire en sorte que ces grands utilisateurs ou ceux qui revendent du Dassault Systèmes, ils puissent être, j'allais dire, informés, convaincus qu'il faut qu'ils vous embarquent aussi auprès de leurs clients. Et je voudrais juste vous donner un exemple. C'est Tetris, vous connaissez peut-être, qui a été champion du pôle. Et Tetris, ils étaient un peu dans votre situation. Ils sont partis sur une dynamique justement d'évangélisation. Et puis, à un moment, Tetris, ils ont basculé dans ce qu'on appelle un peu le channel management. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, maintenant, notre rôle, c'est de faire en sorte que toutes les équipes de tous nos partenaires comprennent bien pourquoi il faut nous embarquer. Et donc, ils ont pris des spécialistes de ça, des channel managers, et avec une approche très à l'anglo-saxonne finalement, comme font beaucoup les éditeurs américains, qui a fait qu'avec une petite équipe, ils ont réussi à se positionner sur des marchés bien plus importants. Est-ce que ça, vous pensez que c'est possible aussi pour vos cas? Alors, on le fait de façon aujourd'hui, on va dire avec IBM. Par exemple, on travaille avec des clients potentiels en Australie, c'est grâce à IBM, ou au Japon, c'est grâce au ETMM, au travers d'acquis qui fonctionne. Mais ça ne marche, pour l'avoir expérimenté chez Google, Amazon, qui étaient des structures plus développées, ça ne marche que si vous avez un produit qui est autoporteur. C'est-à-dire que vous allez dire à votre channel, voilà, ça fait ça, vous le vendez à tel marché pour telle fonction. Carré. Un commercial lancé dans le marché, si c'est du quantique, ça marchote dans cette considération, mais on ne sait pas, il faut voir là. Même chez Google, quand j'ai commencé à vendre Google Apps, le channel ne marchait pas parce que le produit n'était pas fini. Donc, il faut toujours, je dis toujours, et les gens l'oublient, toujours respecter la courbe de diffusion des technologies. Le fameux crossing the chasm, le gouffre. Aujourd'hui, il y a une courbe de diffusion des technologies, de toutes les technologies. Alors, avant Crossing the Chasm, pour ceux qui connaissent le bouquin, c'est quelque chose qui avait été théorisé bien avant. Théorisé, oui. Toute technologie a une courbe de diffusion et on ne peut pas y échapper. Aujourd'hui, on est dans les early adopters. Donc, moi, ma priorité en tant que Colibri, responsable Colibri, c'est d'aller chercher les champions. On est champions, mais on a besoin des champions qui vont nous porter avec eux. Aujourd'hui, on a des champions comme IBM, AWS qui nous portent sur la partie hardware, qui nous poussent, mais on a besoin de champions, des Dassault, des Siemens, des acteurs finaux comme Airbus, Safran. Je lance des noms comme ça. Ça ne veut pas dire que je travaille avec eux ou pas, mais des MBDA, des Onera, voilà. On a besoin de tous ces acteurs pour pousser cette courbe. Quand on s'envole sur cette courbe, de passer des early adopters. Donc, c'est pour ça que les channel managers, pour l'avoir expérimenté avant, ça ne marche comme les commerciaux seniors. On dira, vous allez aller faire du commerce. Non, payer un sales aujourd'hui serait suicidaire pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de construire une offre qui a une valeur. Donc, on sait à quel marché, quelle fonction et qu'est-ce que ça rapporte. Et c'est ça, là, le channel, oui, 100%. Parce que si on veut vendre une plateforme, il faut la channel. C'est un channel. Donc, je dirais qu'une fois qu'on a une maturité d'offre claire, précise, on sait qu'on va sur ce marché et on répond à tel besoin, ça a tel coût, etc., et qu'on a fait tout ce boulot-là, alors oui, le channel, ça marche. Que ce soit avec Ansys, Siemens, etc., là, ça marche. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est vous répondez à quel problème et comment vous y répondez. Et ça, on est à ce stade-là. On est vraiment dans la deep tech. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la deep tech. Donc, la deep tech, c'est qu'il y a encore… Il faut sortir de ce statut de deep tech, même si la technologie sous-jacente reste des technologies avancées. Mais à un moment, pour le client final, ça doit être de la tech simple. J'ai un problème, j'ai une solution. Point. Merci pour ta réponse très intéressante. Alors, je vais avancer parce qu'il y en a encore des questions. Il ne faudrait pas qu'on dérape trop. Celle-là, je l'ai posée. Alors, justement, une question un peu dans le même genre. Pour Colibri, est-ce que ce n'est pas trop dur la période des premiers pitchs, de l'évangélisation sur la partie deep tech quantique
et sans TRL défini. Alors, Ou peut-être d'un TRL défini. Alors, Hamza, depuis qu'il est CTO, fait plus de pitch. Moi, ça fait tellement longtemps que j'en fais que j'ai de la corne. Après, je pense qu'il faut croire en son projet. Ça fait depuis 2019 et on croit en notre projet, on croit dans l'aspect disruptif de notre offre. Donc, globalement, non, c'est un plaisir de pitcher. Alors, c'est pour ça que je reviens. Alors, le TRL, si, il est défini. Alors, on peut jouer avec les TRL. On est des spécialistes de jouer avec les TRL, mais on est aujourd'hui sur le cœur de notre moteur. On est dans des TRL 4-5, puisqu'on arrive vraiment je pense qu'à fin 2026, on va pouvoir avoir une solution qui va être délivrée. En termes de plateforme, on est à des TRL6. Je peux vous faire une API qui appelle un moteur quantique qui s'exécute sur IBM. Ça, je le fais. Ça existe avec la Qiskit Function. La Qiskit Function, c'est un TRL6. Oui. Je veux dire, pareil, un ordinateur quantique, ils sont censés être TRL6. Est-ce qu'ils répondent à un besoin métier pour simuler une aile d'avion? Non. Mais je suis capable de brancher l'ordinateur quantique, d'appuyer sur un bouton et de lancer des calculs. Donc, la notion de TRL, surtout dans ces chiffres-là. Ouais. Voilà. Donc, je vais laisser Hamza répondre sur les pitchs parce que lui, c'est plus neuf. Donc, il a un avis on va dire, moins senior. Je dirais que non, c'est un exercice de communication, de pouvoir synthétiser quelle est notre vision. Et c'est important aussi pour les investisseurs, surtout, je pense, dans le domaine du quantique, de comprendre à un moment donné quel va être le retour sur investissement et quelle est la vision. Alors, on a beaucoup d'acteurs, que ce soit dans l'hardware, mais c'est un peu plus difficile dans le software, de sentir quels sont les problèmes qu'on essaie de résoudre, quelle est la technologie, la qualité aussi de l'équipe de recherche qui est très importante. Donc, voilà, nous, l'exercice, c'est vraiment de convaincre les investisseurs de cette vision, en fait, cette vision qu'on a eue depuis le début, qui est assez claire, et aussi de montrer des éléments clairs en termes de recherche et développement, de quel est notre objectif à 12 à 18 mois et quelle est la roadmap et la vision claire technologique pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc voilà, aujourd'hui, on a des bons retours et on va continuer. Donc voilà, c'est aussi ça fait partie de l'exercice dans une startup, surtout voilà, que ça soit dans l'IA ou peut-être plus dans le quantique, tant qu'on n'a pas atteint cette maturité, on aura toujours besoin d'investissement de la part que ça soit du public ou d'acteurs privés pour pouvoir accélérer cette recherche, accélérer le développement, que ce soit d'un point de vue software ou hardware. Donc, c'est un exercice important par lequel on va toujours devoir passer pour l'instant. Mais je dirais peut-être que notre objectif aussi d'ici cette fin d'année, c'est aussi de pouvoir commencer à générer du revenu à travers un produit qui apporte une valeur sur le marché, qui, d'un point de vue financier, nous permet justement voilà, de commencer à avoir une activité commerciale en tant qu'entreprise, de pouvoir travailler avec des acteurs et aussi voilà, diversifier, je dirais, les entrées financières. Merci Hamza. Alors là, justement, peut-être une opportunité de proposer une offre commerciale sur un cas particulier, puisque la question est, à quelle échéance voyez-vous la possibilité de lancer un calcul sur les crashs de véhicules? Là, on vous mettra en relation avec l'auditeur qui a posé cette question. Peut-être une opération, peut-être une offre commerciale Hamza à faire d'ici la fin de l'année, on ne sait pas. Alors, c'est super intéressant parce que c'est par là qu'on a commencé. En fait, historiquement, on s'est lancé dans les équations dérivées partielles par un challenge qui a été proposé par BMW en 2021. Ah oui. Et donc, il y avait différents cas d'usage. Et parmi un des cas d'usage, c'était la déformation des matériaux. Donc, on avait commencé avec des cas d'usage simples en 1D et 2D. Mais pour nous, en fait, on a toujours cru en ce cas d'usage-là. Derrière, en fait, c'est des déformations des matériaux, donc des équations couplées, fortement non linéaires. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on continue de travailler. Aujourd'hui, on est plus sur des niveaux 2D. Donc, voilà, s'il y a des partenaires qui sont intéressés pour pouvoir propulser encore un peu plus ce cas d'usage-là, on serait très content de pouvoir collaborer avec eux. Très bien. Eh bien, on vous mettra en relation dans la foulée. Peut-être encore une opportunité, Laurent. Attention, hein. Ce webinaire aura été très fructueux.
Alors, je m'excuse par avance si je ne prononce pas bien les termes parce qu'ils sont un petit peu chiadés. Travaillez-vous sur les équations de Black-Scholes en finance Black-Scholes. quantitative? Black-Scholes. Black-Scholes. Ouais. En finance quantitative, là c'est bien. Des modèles à volatilité stochastique, c'est bon ça? Modèle de courbe de taux pour pricer les options, calculer des grecs, dérivés partiels en finance de marché. Là, il y a forcément une offre à faire. Peut-être, Carla, you worked on Black-Scholes using IBM. Oui, on a déjà travaillé sur le Black-Scholes équation. On a un projet avec une banque française. On a résoudre un proof of concept, ça veut dire Oui, preuve de concept. preuve de concept. Preuve de concept, ouais. Oui, et pour faire une mitigation des erreurs d'ordinateur quantique, on a résoudre quelque chose sur l'ordinateur IBM, mais c'est déjà un projet qui est en cours, c'est pas terminé parce que en vrai les équations sont très difficiles à cause de discontinuité et la structure de fluctuation de marché. Et oui, on est en train de résoudre, mais c'est un challenge toujours. Oui, et sur ce Sur point, l'ordinateur, yes, quantique, IBM. oui, mais le NISC. Le NISC. Ouais. Alors, aujourd'hui aussi, on est en train de discuter avec IBM sur un client potentiel en Australie, sur un projet relativement long. On va dire que dans la classe des cas d'usage, on pense que celui-là est peut-être plus à long terme de la nature même des équations qui sont sous-jacentes. Mais là, donc, c'est pour ça que je disais, c'est aujourd'hui, dire qu'on ne peut rien faire, c'est pas vrai, et dire qu'on peut tout faire, c'est pas vrai non plus. Mais on peut tout faire, c'est pas vrai. là, avec l'opportunité, avec le client australien, ça va nous permettre d'avancer, parce que quand on a un client qui nous permet aussi, parce qu'il achète en même temps de la ressource calcul IBM, ça nous permet aussi d'accélérer le développement, d'y mettre encore Bien plus. sûr. Voilà, c'est pour ça que je dis l'investissement des industriels est important pour nous parce que ça nous permet de refocuser, de recentrer. Parce qu'on va pas prendre, ça fait 50 ans que les gens travaillent sur le problème. On va pas tout de suite dire, bon, prenons le gros problème que vous avez depuis 50 ans et on va le résoudre. On va le décomposer. Il faut que ça soit vrai. On va établir des milestones, des jalons précis où on va dire, OK, on va travailler sur ce sujet pendant 3 mois, voyons où on en est. Est-ce qu'on continue, on ne continue pas? Donc, on a une approche extrêmement pragmatique avec nos clients. On ne veut pas les lancer dans des projets de 10 ans sur le quantique. On veut être très pragmatique. Est-ce que vous comprenez déjà comment on va pouvoir transformer un sujet quantique? Est-ce qu'on commence à avoir des points de comparaison qui sont intéressants? Parce qu'en même temps, les machines évoluent. Donc, voilà. Donc, la réponse simple, là, on a un peu étendu la réponse, mais oui, on travaille sur ces sujets. Est-ce qu'on pense que c'est un candidat fin 2026 pour un avantage? Non, pour être transparent. Mais je pense que fin 2027, des choses comme ça, on peut atteindre des objectifs intéressants. Merci Laurent. 2 dernières questions. Quels sont les objectifs court et long terme en ce qui concerne les problèmes d'optimisation et les cas d'usage industriels directs? Vous l'avez peut-être déjà un peu répondu à celle-là. Le problème d'optimisation, c'est pressenti comme étant un domaine où le quantique peut apporter vraiment un avantage, notamment l'optimisation combinatoire. Alors, ce que nous, on a commencé à explorer, c'est notamment autour des SAT solvers, mais également des problèmes d'assignement optimal, d'ordonnancement, également de recherche de plus courts chemins dans un graphe. Donc, voilà à peu près pour aller rapidement dans la réponse. Donc aujourd'hui, on est plutôt à 20% d'activité sur ces domaines. On veut vraiment se focaliser et commencer à apporter une valeur marché sur les équations de dérivées partielles. Mais on veut rapidement aussi commencer à accélérer sur ces problèmes d'optimisation. Donc voilà aussi, s'il y a des partenaires qui sont intéressés. On encadre aujourd'hui une thèse avec un partenaire dans le domaine de la défense sur le sujet. On a des publications qui arrivent dans le domaine avec des partenaires académiques. Et des cas d'usage en fait de l'optimisation, il y en a beaucoup, notamment de l'optimisation combinatoire dans le domaine de la logistique, dans le domaine de l'informatique elle-même, tout ce qui est planification, ordonnancement, transport, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on considère vraiment également aussi dans notre roadmap technique. Encore une fois, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on est en levée de fonds pour aller
pouvoir explorer des horizons autres que notre cœur de sujet, puisqu'on pense que le quantique va disrupter ou en fait j'arrive jamais à trouver le terme français, mais va bousculer, va bousculer beaucoup de secteurs. Mais on reste une équipe de 20 personnes qui doit être focalisée sur des sujets bien précis pour délivrer rapidement, si on se disperse. Donc, Oui, bien sûr. voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est en levée de fonds pour un petit appel du pied aux investisseurs. Il faut. Voilà, donc globalement, pour accélérer sur tous ces sujets, en fait. Très bien. Et puis maintenant, donc la dernière question. Pour une physique donnée, faut-il recoder tout de zéro ou juste interfacer le solveur existant? Alors, je vais te donner des éléments de réponse. Après, si c'est Carla va aussi rajouter dessus. Ça va dépendre de la manière dont l'algorithme est designé. En fait, aujourd'hui, on peut avoir un design de l'algorithme qui est assez haut niveau, qui va être indépendant en fait de la connectivité des machines. Mais souvent, en fait, ça ne va pas suffire pour avoir des résultats intéressants. Il va falloir à un moment donné s'intéresser à l'architecture et à la physique des particules, à une technologie donnée ou aux équations et optimiser ça. Et c'est exactement ce qu'on fait à Colibri avec donc cette équipe qui gère les partenariats avec les providers de hardware qui est dirigée par Carla, mais aussi l'équipe MPQP qui va s'intéresser à toutes les optimisations, les transpilations, les connectivités entre les qubits. Donc des fois, ça va se faire au niveau du déploiement, mais des fois, ça peut aussi directement impacter l'algorithme. Donc, on va peut-être utiliser telle structure de circuit au lieu de telle autre structure parce qu'on sait que telle machine, ils ont telle propriété. Donc, je ne sais pas si au niveau physique, on parlait des machines quantiques, mais ça concerne aussi les équations. Si on a telle ou telle équation, tel phénomène, on sait qu'il est très oscillant, périodique, on va utiliser peut-être on va modifier un peu le solver pour se rapprocher de tel phénomène physique. Si on sait qu'il y a des turbulences, on va sortir tel ou tel outil qui va traiter les turbulences ou les discontinuités. Donc, en fait, aujourd'hui, notre plateforme, faut la voir comme une boîte à outils. En fonction du problème, on va sortir tel ou tel outil qu'on va combiner entre eux. Et aujourd'hui, on développe de plus en plus d'outils qui nous permettent justement d'aller s'attaquer aux différents problèmes de la physique, que ce soit en termes de simulation ou que ce soit en termes de physique quantique sur les machines quantiques. Eh bien, voilà une série de réponses aux questions qui se termine. Bravo à toute l'équipe Colibri. Bravo pour le titre de champion. Bravo Merci. pour ce webinaire qui nous a bien cadré vraiment les vraies innovations et votre approche très agnostique du hardware. Ça rassure tout le monde et ça permet justement de pouvoir anticiper les évolutions qui sont sur des cycles plus longs du hardware. Et bravo à tous. Merci Michael déjà pour être à nos côtés sur ce programme champion, pour permettre avec le Grand Scan à Colibri d'aller chercher des opportunités de financement et de projets à l'international. Et voilà, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Je remercie ma camarade Catherine, grande chef opératrice de tout notre programme et de tous les webinaires. Et voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Pour ceux qui étaient inscrits et qui veulent revoir le webinaire religieusement, ils pourront le faire très rapidement. Et puis pour tous les autres, ce sera disponible d'ici quelques semaines. Et pour vous dire aussi que les webinaires sont relativement bien vus et revus pendant l'été. Tous les étés, on a beaucoup de surprises de voir que nos webinaires de champions sont vus et revus partout dans le monde, sur les plages, en randonnée. Il y a vraiment tout type de gens qui font ça. Non, c'était une plaisanterie. Merci encore et à bientôt. Et dès demain, alors juste que je dise pas, que j'oublie pas quand même l'essentiel, puisque demain, je ne sais pas si vous voyez le slide. Demain, on a la société IDEXI, donc un acteur de la cybersécurité. Et on va terminer en beauté avec Vessora, qui est la révolution du moment sur le semi-conducteur et qui va clôturer notre semaine des champions. Merci à tous, à bientôt. Et chers auditeurs, vous serez mis en contact très rapidement avec l'équipe de Laurent. Merci Au revoir beaucoup. tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.